Bonjour Eric. Salut Damien, ça va? Bien, et toi, en direct depuis Paris. Je t'ai contacté dans le courant de l'après-midi parce que tu as publié sur le site AFP Media Watch. Euh, on va dire ça comment? C'est le fruit d'une longue réflexion sur l'avenir des médias, sur la manière dont laquelle le journalisme au sens très large, dans toutes ses composantes, est impacté quelque part par les révolutions en cours. Et tu as accepté d'en discuter un petit peu avec moi, donc je t'en remercie. On va en faire profiter le maximum de gens. Ma première question, c'est de se dire qu'est-ce qui a changé par rapport à ton dernier rapport que tu m'avais gentiment filé quand on s'est vu la dernière fois qu'on s'est rencontrés à Paris. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui me semble qui a changé, c'est, comment dire, il y a plusieurs choses qui ont changé. D'abord, ce qui n'a pas changé, c'est que ça continue d'aller vite Mhm. dans notre secteur, dans le secteur des médias, des nouveaux médias, surtout et d'Internet. Ça n'a pas changé. Et donc, la difficulté pour nous, toi, moi et d'autres observateurs, c'est d'essayer de rester dans la course. Mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui a changé, c'est que on a le sentiment, et c'est un peu pour ça que j'ai titré mon papier sur ce thème-là, c'est que il y a un puissant courant de, comment dire, de contre-réforme peut-être. Des gens qui essayent de se dire, on peut pas laisser continuer ça longtemps. On va essayer je dis, remettre le génie dans la bouteille, c'est-à-dire de se dire, on va contrôler, on va s'opposer à ce qui est en train de se passer, et ça me semble assez vain. Tu parles Euh, même d'une crise alors, systémique. ah oui, oui, pour les médias, c'est une crise systémique. Je suis pas, c'est vrai, c'est aussi, en tout cas pour notre secteur, c'est aussi important que la crise des banques ou la crise des monnaies. C'est une crise systémique parce que les médias aujourd'hui sont frappés par une crise structurelle de modèle d'affaires. Ils ne savent plus comment rentabiliser, comment financer les contenus qu'ils sont en train de produire, puisque les trois grandes composantes sont en chute libre, hein, les petites annonces, la publicité et la diffusion les médias en papier. Mhm. Là, tu parles d'un Et, chiffre quand même qui est énorme, le chiffre de 10 milliards de dollars de pertes par rapport à 2008 pour 2009 sur les médias US dans la pub, c'est colossal quand même comme chiffre. oui, c'est même pas que les médias US, c'est juste les journaux Juste les américains. journaux, voilà. Ouais. Donc c'est absolument gigantesque, hein. La publicité aux États-Unis dans les journaux est revenue au niveau pour les uns, au niveau de 1986, c'est-à-dire quand même un bond de 25-30 ans en arrière. Pour les autres, au niveau de 1963. Donc on a effacé toute cette progression et on est revenu à des niveaux incroyablement bas au niveau d'avant, d'avant le boom de ces 30-35 dernières années. Mhm. Donc voilà, crise systémique parce que structurelle. À cela s'ajoute une crise financière et économique dramatique, puisque la publicité s'évapore et en plus elle est en train de migrer en ligne. Et puis une crise des usages, une crise sociétale, puisque les gens ne veulent plus les mêmes contenus, ou en tout cas n'ont pas la même capacité d'attention aux contenus d'avant. Donc tout un ensemble de facteurs qui chambardent, qui chamboulent complètement notre écosystème. Donc la manière de produire de l'info a changé, parce que la manière de la consommer a changé. Tu dis aussi qu'à un moment donné, visiblement, on peut faire des économies, on peut raboter les coûts, mais c'est déjà le cas dans pas mal de rédactions qui ont vraiment déjà modifié pas mal de choses, mais qui sont à des coûts planchers. Et pourtant, en ligne, on sait encore faire moins cher. Tu parles de ces fermes de contenu, de ces médias, est-ce qu'on peut appeler ça des médias, mais qui produisent de l'info au volume, au mètre cube presque, et qui inonde les tuyaux et qui rend d'autant plus complexe ce boulot des journalistes de faire le tri. Oui, alors ça, c'est un phénomène nouveau aussi, hein, qui est arrivé ces derniers mois, assez récemment. Donc, ces espèces de gigantesques usines à contenu, évidemment américaines, hein, où je cite Demand Media, où il y a même une filiale d'AOL qui s'appelle Seed, et un autre Associated Media aussi, je crois, qui est le nom, sont des boîtes qui multiplient à l'infini les sites web
avec des contenus de faible qualité, achetés à très faible coût, très très low cost, hein, un peu comme les compagnies aériennes, mais à très faible coût. Les papiers sont payés jusqu'à 3,5 $ pièce, 5 $ parfois, et ces papiers sont pas faits en fonction comment dire, de la réflexion ou de l'instinct d'un rédacteur en chef, en fonction de l'actualité, mais elles sont faites en fonction de ce qu'on pense que les moteurs de recherche vont aimer, et donc en fonction de la publicité qui va arriver sur ces fameux sites. Hein, ce sont des papiers qui sont faits pour la pub et pour attirer du trafic. On retrouve souvent dans ces... Quelque part. Ça anticipe Pardon? la demande. Ça anticipe la demande. On a poussé la logique jusqu'au bout là, puisque les algorithmes, notamment de Demand Media, c'est des algorithmes qui calculent ce qui est en train d'être chaud sur les moteurs de recherche et le prix que les annonceurs sont prêts à mettre face à certains mots-clés. Donc on va même plus vite que la demande en faisant ça. Oui, mais c'est pas une très bonne nouvelle pour les journalistes, pour les rédactions et pour la démocratie. Imagine un peu ta conférence de rédaction le matin, où ton rédacteur en chef, au lieu de dire voilà les principaux sujets que nous allons couvrir en fonction de l'actualité, de la crise de l'euro, du tremblement de terre ici, non, ça va être en fonction des mots qui ont buzzé sur Twitter ou sur Google. C'est ça, Demand Media. C'est en fonction du buzz ou des mots les plus recherchés sur les moteurs. Donc, c'est pas comme ça que peut fonctionner le journalisme de qualité. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a ces usines à contenu qui sont en train de se développer et qui revendent. Alors, leur argument est un peu celui que tu tiens et qui n'est pas totalement faux, évidemment, c'est de dire mais nous on est là pour répondre à une certaine demande et donc les gens veulent tel ou tel type de contenu et nous on leur offre. Alors ce qu'on voit beaucoup sur ces plateformes, sur ces trucs-là, c'est des tutoriaux, hein, des choses comme how to, comment gagner de l'argent très vite, ou comment faire une présentation PowerPoint, ou comment profiter de la baisse de l'euro, ou comment éviter le nuage en Islande. Ce genre de choses pratiques qui effectivement peuvent répondre à une demande, mais qui ne sont vraiment pas satisfaisantes, ça c'est clair. Donc ça c'est du côté des menaces, mais on peut le mettre dans ce carton-là pour l'instant, même si c'est une compréhension en tout cas assez intéressante des mécanismes à l'heure. Si on part du côté des choses qui sont plutôt réjouissantes, en tout cas qui sont de l'ordre du très intéressant, tu pointes deux choses. C'est un, la publicité locale, qui peut être très intéressante, et deux, alors tu parles de planchette de salut de la part de l'iPad et des autres tablettes tactiles qui vont arriver, mais là aussi il y a une porte intéressante, en tout cas une voie intéressante pour des éditeurs et des producteurs de contenu. Oui. C'est vrai, je crois que la pub locale, pour l'instant, on ne sait pas bien la trouver, on ne sait pas bien l'organiser, on ne sait pas bien en profiter. Mais ce sera forcément pour ceux, en tout cas, qui arriveront à pouvoir tirer parti de la publicité locale. Et d'ailleurs, tous les grands sont en train d'y aller très très vite. En tout cas, toujours aux États-Unis, hein, Yahoo, Google sont en train de mettre en place des plateformes pour aller sur ce qu'on appelle l'hyper local. Mais en France aussi, on a des groupes de presse qui sont en train d'essayer de profiter de la publicité. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on descend de plus en plus profondément dans ce qui peut marcher. L'autre, évidemment, c'est l'iPad, hein, ce sont les tablettes. Alors pourquoi ce qui est intéressant dans les tablettes, c'est est-ce que ça va créer un nouvel usage, est-ce que ça va créer une nouvelle manière de consommer de l'information, puisqu'on est sur un type d'usage en mobilité avec une très très grande qualité une belle qualité d'expérience utilisateur sur l'accès au contenu, sur la portabilité, sur la qualité vidéo, sur le rafraîchissement, sur le temps de réponse, sur la batterie, sur tout un tas de choses. Donc à voir s'il y a une adoption aussi vaste ici en Europe qu'aux États-Unis. C'est quand même un peu cher, hein. 500 €, ça va être un frein pour un petit paquet de temps. L'avantage des tablettes, Vas-y. ce que tu disais aussi, c'est que quelque part, ça tient compte des nouveaux usages.
des nouvelles manières de consommer l'information, d'interagir avec elle. Et ça rassure aussi les éditeurs qui peuvent qui peuvent recommencer à penser en notion de je tourne une page, et donc c'est une page que j'imprime, et donc ça a une notion de valeur et de coût en termes d'espace publicitaire, etc. On sait aussi que l'iPad, et c'est une des remarques et des critiques qui sont venues assez vite parmi les gens qui l'ont testé, c'était que ça remettait le consommateur dans une position finalement assez passive. Et quand on prend l'écosystème Apple, c'est un système fermé aussi. Ça a aussi des risques. On parlait des fermes de contenu. Le fait aussi de cloisonner dans l'univers Apple ou dans l'univers Facebook, et on peut en parler après aussi si tu veux, c'est aussi un risque de cloisonnement et d'enfermement des utilisateurs. C'est vrai, ce qui rassure aujourd'hui les éditeurs, et c'est le fait d'abord que la plateforme, l'iPad ou la tablette iPad remet de la structure dans les contenus. Hein. On était face à des contenus complètement atomisés, déstructurés. On rentrait sur un site web par la fenêtre, par la cave, etc. Là, on est obligé de rentrer par l'application, par la première page. Et l'éditeur a un contrôle de sa production bien plus grand qu'avant. Donc on remet du contrôle et on remet éventuellement de la monétisation si ça marche, si les gens sont d'accord pour payer un contenu. Mais ils seront d'accord à quel moment ils vont être d'accord pour payer, puisqu'il ne faut pas l'oublier que sur l'iPad, le site web du Monde ou le site web du Soir sont en tout cas accessibles gratuitement. Donc le problème de l'iPad, c'est de ne pas répliquer, en tout cas de ne pas refaire l'erreur du Minitel dans les années 80 ou 90, c'est en tout cas de ne pas répliquer ce type d'erreur, c'est-à-dire de mettre des contenus, de faire du copier-coller de contenu, parce que ça ne va pas marcher. Il faut vraiment investir. C'est donc ceux qui réussiront, à mon avis, à mon sens, c'est ceux qui auront assez d'argent pour investir. Or, il y a assez peu de groupes aujourd'hui qui ont assez d'argent et qui sont en tout cas au-dessus de la ligne de flottaison en ce moment, pour investir dans des nouveaux contenus, dans des nouvelles formes narratives, dans du storytelling un peu original qui attirera les annonceurs. Mais les annonceurs, ils ne vont pas mettre des choses sur des contenus très banals, quoi. Quand tu parles d'innovation, c'est aussi quelque chose que tu soulignes très fort. Est-ce que tu as déjà vu, à l'heure d'aujourd'hui, en mai 2010, des projets qui te semblent être porteurs de quelque chose qui tient la route? Je pense notamment à l'initiative d'Arte, Horizon Valley, qui est un truc c'est un ovni dans le paysage. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ce genre-là que tu as remarqué, alors en français, en anglais, enfin de manière générale, qui te semblent intéressantes? Non, c'est vrai, le web documentaire en général, le web documentaire, ce format-là me semble super bien adapté à la tablette. Tu l'as dit, la tablette, c'est quand même d'abord quelque chose d'assez passif. On reçoit quelque chose, c'est comme si on avait une télé sur les genoux, sur sa table, etc. Donc c'est bien pour consommer, et le web documentaire comme celui dont tu parles, le Prison Valley d'Arte, où il y a un peu d'interactivité, est parfaitement adapté. C'est un mélange riche, touffu, dense d'informations de long terme, d'informations lentes qui prend son temps, avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de textes aussi. C'est bien adapté, mais c'est cher. C'est cher, hein. Prison Valley, ça a un prix, ce genre de production. Bah, c'est entre 200 et 300 000 euros pour un web report, pour un web documentaire. Donc, c'est extrêmement cher pour l'instant. Donc, on va voir ce que ça donne. Tu parles aussi c'est difficile. Hein. Pardon. Oui, non, mais c'est dans la même lignée. Tu parles de co-création avec les consommateurs de l'information, la production pluridisciplinaire en réseau. Ça aussi, ça fait partie des usages qui sont... On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Le génie ne rentrera pas dans la bouteille non plus sur ce point-là. Comment concilier des notions... Alors c'est vrai que dans les médias traditionnels, on parle beaucoup de marque, on parle beaucoup de crédibilité, on parle beaucoup d'institutionnalité, quelque part aussi des grands médias. Comment concilier les deux? Comment concilier cette qualité et ce fait aussi de dire on doit ouvrir les portes et on ne peut pas les ouvrir de 50 manières différentes. C'est pas à moitié ouvert, à moitié fermé. On ouvre. Mais comment est-ce qu'on fait alors? Quelle valeur ajoutée est-ce qu'on Personne n'a la réponse, Damien, là-dessus. On est en plein dans une phase de transition difficile où on n'arrive pas à financer pour l'instant.
Et on sait qu'on doit ouvrir, on sait qu'on ne pourra pas remettre le génie dans la bouteille parce que c'est une révolution trop importante. On est dans une société de l'interaction permise par ce réseau incroyable qu'est Internet aujourd'hui, qui nous met tous en relation sur une même plateforme. On est une plateforme qui est devenue un média convergent où tout le monde arrive, où tout le monde est dessus. On va pas faire un trait là-dessus. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Eric. J'ai quelques problèmes au niveau de la vidéo. J'espère que le son est bien passé. Mais sur la fin, ici, c'était un peu haché. Merci à toi, en tout cas, de cette discussion. Et je publierai la vidéo dans la foulée. AFP Media Watch avec Eric Chalet, directeur stratégique à l'AFP. Merci beaucoup à toi.